On va peut-être commencer par se présenter. Maximilien, à toi de jouer, tu seras le premier à danser aujourd'hui. Alors bonjour, Maximilien Nairadou, directeur général du pôle Finance Innovation. Dounia Belriti, présidente de PhD Talent. Et qu'est-ce que ça fait, PhD Talent? Le PhD Talent est une entreprise qui met à disposition des chercheurs pour des missions d'expertise scientifique pour du court terme ou du long terme. Moi, je suis Chloé Coursager, je dirige Circomplex, qui est une société de conseil, de services et d'opérationnalisation, en particulier de l'innovation et de la gestion des risques long terme. Et donc David Dubois, moi je travaille au sein du groupe Prévoir. J'ai la charge de toute l'activité marque blanche de Prévoir Vie et puis aussi la présidence d'Assurone, qui est une structure de courtage spécialisée en assurance de personnes, en assurance automobile. C'est parce que prévoir personne. Oui, prévoir personne, et voilà. Assurone. Si on a été très heureux d'avoir été retenu pour animer cette conférence, c'est que le sujet de l'écosystème, le sujet de la transversalité, pour nous, dans l'actuariat, est clé. Je suis par ailleurs impliquée, comme David, dans le magazine L'Actuariel, et c'est au cœur de la ligne éditoriale d'arriver à faire, en transversalité, faire émerger les influences de tel domaine ou telle discipline scientifique sur une autre. Le sujet climat, par exemple, rentre en connivence malheureuse avec le sujet santé, c'est-à-dire qu'au-delà du sujet canicule, qui évidemment fait bouger les lignes, il y a le sujet antibiorésistance, qui finalement est extrêmement lié au climat et qui va affecter de façon dramatique le sujet santé, et puis qualité de l'air, etc., etc. Donc finalement, quand on travaille sur les sujets actuariels, on est contraint à cette réflexion en transversalité, et c'est difficile de tout savoir, c'est difficile de sortir de ces silos, et c'est difficile d'aller chercher les parties prenantes qui savent. Dans le modèle de l'innovation en écosystème dont on va vous parler, en fait, on va mobiliser des chercheurs de domaines scientifiques différents et des parties prenantes de terrain, c'est-à-dire à la fois les chercheurs, à la fois les entreprises et à la fois les équipes, pour aller chercher le savoir, pour mobiliser la compétence et mobiliser la décision et in fine l'innovation. Et c'est tout ce système, toute cette méthode qu'on a mis en place, qu'on va partager avec vous, et qui sont autant de pistes pour enrichir la réflexion, les offres et les façons de fonctionner. Oui, très bien. Est-ce que, du coup, peut-être, Maximilien, tu voulais démarrer et nous parler finalement du contexte d'innovation dans le secteur de la finance? Je ne sais pas si on passe. Ouais. Merci beaucoup. Donc, Finance Innovation, c'est un cluster, un pôle de compétitivité. Un cluster, c'est quoi? C'est un écosystème qui rassemble donc, des parties prenantes différentes. Donc, au sein de Finance Innovation, on a 600 membres, 400 startups, 120 grands groupes, 60 ETI, donc des grosses startups qui ont grossi durant leur vie, et une vingtaine d'académiques. Dans cet écosystème, on a un axe assurance, gestion d'actifs, banque, gestion et finance d'entreprise, blockchain, crypto, finance durable et immobilier. Donc c'est assez large. Et la partie assurance, donc c'est une des plus grosses parties avec la partie banque du cluster. On rassemble 115 membres et on a fait depuis le début du pôle, depuis 2007, 5 livres blancs sur l'innovation dans l'assurance. C'est la thématique sur laquelle on a fait le plus de livres blancs. Il me semble, David, que tu as dû participer à des livres blancs. Quasiment tous. Quasiment tous, bon, depuis le début. Et donc, dans ces livres blancs, on essaye de trouver quels sont les domaines d'innovation prioritaires, en faisant discuter ensemble les académiques, les startups et les grands groupes. Vous voyez dans les slides, très rapidement, on a de nombreux sujets donc, de recherche dans la fintech, dans la finance digitale, dans l'assurance digitale, dans l'insurtech. Donc évidemment le cloud, évidemment l'open API, mais aussi la cybersécurité, l'IA, la blockchain. Je vous laisse regarder un petit peu les chiffres. C'est une étude qu'on fait chaque année sur le FinTech 100, sur les différents domaines d'innovation des fintech. On a aussi donc, de nombreuses fintechs qui font de la R&D. Donc 62% des fintechs consacrent plus de 20% de leur chiffre d'affaires à la R&D. Donc là, vous savez, en ce moment, il y a des débats parlementaires et gouvernementaux pour co-skiller le JEI. Donc là, nos fintechs sont énormément en JEI, en jeunes entreprises innovantes, donc exemptées d'impôts pendant 7 ans ou 8 ans si elles font de la R&D. 42% des fintechs ont plus de 50% de leur effectif dans la tech. Et 54% des fintechs font du CIR et 49% du crédit impôt innovation. Donc pour montrer que c'est un écosystème dynamique, innovant et qui contribue à la recherche collective.
C'est quoi Voilà. les freins alors? Alors, déjà, il faut dire que Finance Innovation, c'est un cluster. On est un peu une agence gouvernementale. On a 10% de notre budget qui est lié au gouvernement, car on est chargé par le gouvernement de promouvoir la politique publique de l'innovation. Ouais. Et la politique publique de l'innovation, c'est les tests CIFRE, c'est les projets collaboratifs. Donc il y avait le FUI. Aujourd'hui, il y a plein de projets financés par BPI qui ont d'autant plus de subventions qu'ils sont collaboratifs avec des grands groupes, des startups et des académiques. Alors, un des problèmes qu'on a sur ces projets, sur les tests CIFRE et tout, c'est que les dossiers sont lourds à monter. Les réponses sont très longues à obtenir. Là, on l'a labellisé là, juste avant les vacances sur l'appel à projet IA générative. Donc 3 projets, un projet en assurance et 2 projets en gestion de finances d'entreprise. Voilà, on n'a pas encore. Il y a eu les oraux qui sont passés, et ça, ouais, ils sont passés à la rentrée. Enfin, c'est très très long. Après, quand on a la réponse au bout, on va dire entre 4 et 6 mois, il y a les temps de conventionnement qui prennent du temps. Alors, sans critiquer BPI, ça prend beaucoup plus de temps que c'est BPI qui s'en occupe plutôt que la DGE. Ouais, on arrive au bout d'un an, on n'a pas commencé le projet. Donc déjà, il y a une espèce de latence. Ensuite, les projets sont des projets longs, entre 18 minimum, et c'est plutôt le cas minoritaire, et plutôt 4-5 ans. Et après, dans ces projets-là, il va y avoir des réunions avec les financeurs une fois tous les 6 mois au mieux, une fois par an, souvent une fois par an. Et ça va être des projets où les gens vont être en silo. Alors bon, moi qui suis économiste de formation, j'étais à Dauphine enseignant-chercheur. Les chercheurs aiment bien qu'on ne les embête pas. Et donc, ça les arrange bien de rester en silo tranquille dans leur recherche, mais ça ne favorise pas l'hybridation avec les startups et avec les grands groupes. Donc je dirais qu'on a des sujets, je dirais, de bureaucratie, de longueur de conventionnement, de réponse. On a des sujets de silotage. Et au final, alors nous, à Finance Innovation, pendant une dizaine d'années, j'étais directeur de la R&D. En fait, on a énormément travaillé sur les sujets de la dépendance, sur les sujets d'assurance emprunteur, sur d'assurance santé. Et dans les projets dépendance, on a dû en faire financer environ 4-5. On n'a jamais réussi à la fin, et pourtant on avait des bons consortiums. On avait la Massif, on avait Lima, on avait plein de trucs. On n'a jamais réussi à sortir des projets vendables de nouveaux produits d'assurance dépendance. Est-ce que c'était trop tard? C'est-à-dire que le temps de la Parce recherche... que, alors, c'était un projet, là, je pense, un des très beaux projets qu'on a eu, il durait 4 ans. Évidemment, la personne qui suit le projet au début, 4 ans après, elle n'était plus là. En fait, on a des problèmes d'opérationnalisation et on n'arrive pas à plugger le temps de l'entreprise avec le temps de la recherche et les faire parler aussi le même langage. Donc on a à la fois la bureaucratie qui finance, l'État, on a les entreprises qui ont besoin de résultats rapides et les académiques qui ont leur rythme. Donc les dispositifs publics dont je suis chargé de faire la promotion, j'en vois aussi les limites. Et donc le fait qu'on a du mal à transformer ça réellement en produits nouveaux. Donc voilà un petit peu les verrous qu'on observe aujourd'hui. C'est une des difficultés qu'on a quand on est une entreprise en fait, et qu'on souhaite innover. C'est-à-dire que souvent l'innovation, on va la faire avec une recherche de rentabilité immédiate qui n'est pas du tout, et donc qui s'inscrit dans un temps court, qui n'est pas du tout le temps académique. Et donc dès qu'on est dans des structurations très complexes, qui vont mêler des écoles, des chaires, des délais administratifs dont tu viens de parler, on se retrouve finalement avec un temps qui n'est pas celui de l'entreprise. Le temps de l'entreprise, c'est en général l'année, il y a des périodes budgétaires, il y a des périodes de validation des budgets, enfin voilà, et des choses qui sont très cristallisantes en fait pour l'innovation. Pourtant, en fait, tu as mentionné quelque chose tu as parlé des livres blancs. Peut-être citer le dernier livre blanc qui vient de paraître, qui s'appelle « Innover pour mieux protéger ». En fait, je pense qu'on ne peut pas résumer mieux le besoin d'innovation dans l'assurance que de se dire que, quelque part, nos enjeux aujourd'hui, c'est la protection des assurés, des entreprises, des personnes, des biens, et que l'évolution du champ des risques, et ce n'est pas à des actuaires, dont moi, qu'on va raconter l'histoire. On voit bien qu'on a une évolution du champ des risques qui est aujourd'hui complexe, et que la problématique d'innovation, elle n'est pas uniquement dans l'assurance de trouver des nouveaux moyens de vendre mieux, de vendre plus, c'est très bien tout ça. Mais quand même, fondamentalement, et il faut quand même dire que le sujet qu'on va avoir, c'est de faire face à des zones inassurables, à des risques de plus en plus complexes, à des risques qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à modéliser. D'ailleurs, on pourrait faire un cours d'actuariat en disant c'est quoi le risque, c'est quoi l'incertitude. On est clairement aujourd'hui plutôt dans une dimension d'incertitude qu'une dimension de risque. Si vous avez besoin, le risque, on arrive à le modéliser, on va faire une proba, on arrive à définir des états de la nature. L'incertitude, c'est quand on n'arrive pas à faire ça. Et donc on est forcément dans un basculement qui est, on sort de la sphère
des calculs, des mathématiques, de cette capacité à modéliser pour aller vers de la scénarisation, dans la compréhension de schémas complexes. Et dès qu'on rentre sur cette complexité, on ne peut plus travailler seul. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet sur lequel on doit travailler aujourd'hui. Ça va être un peu notre message, c'est que quelque part, l'innovation dans l'assurance, c'est pour mieux protéger. C'est trouver un moyen quand même d'accompagner le besoin d'assurabilité des personnes et des biens, et surtout d'éviter de se retrouver dans des schémas où, quelque part, on va exclure, parce que le problème d'un assureur, c'est quand même de rester en vie. Et les contraintes réglementaires, c'est ces contraintes de solvabilité, de solidité. Et donc, du coup, on a une espèce de quadrature du cercle qui est assez difficile. Alors, on va juste illustrer peut-être ce qu'on a voulu mettre en place, et ce qu'on a mis en place d'ailleurs au sein d'AssurOne. Quand j'ai pris la présidence d'AssurOne en janvier 2023, j'ai vu une entreprise très intéressante, avec un passé d'innovation assez fort, et qui depuis quelques années était un peu en panne d'innovation. Et le sujet qu'on a mis sur la table, c'est comment on fait pour réveiller l'ADN d'innovation. Et une fois qu'on l'a réveillé, en fait, sur quoi on va chercher à travailler. Et puis la question sous-jacente, c'était comment on met en place en fait cette structure d'innovation. Alors déjà peut-être se dire pourquoi est-ce qu'on a besoin d'innover dans l'assurance. On a besoin d'innover pour mieux protéger, mais on a aussi des sujets qui sont très opérationnels. Si vous regardez aujourd'hui, on a des consommateurs qui ont des attentes différentes. Les clients aujourd'hui, il y a le sujet réglementaire de la protection des clients, mais il y a aussi des attentes de rapidité, de flexibilité, d'agilité dans les parcours de vente et de distribution, qui fait que quelque part, on est obligé de repenser le fonctionnement d'un business model qui est en cycle de production inversé. Donc il faut être plus agile, et les entreprises de la tech nous ont quand même bien montré que c'était quelque chose d'important. Donc on a un sujet de répondre à des attentes des clients qui sont différentes. Avec une évolution de comportement, oui, avec en sous-jacent des comportements différents, sociologie. Il y a 2 jours, on parlait dans cette salle ici, dans le cadre de l'INSURD, du pôle finance innovation des femmes et du patrimoine. Quand on prend un sujet comme ça, par exemple, eh bien, on sort du schéma traditionnel, le couple homme-femme, la femme gagne moins que l'homme et le patrimoine est plus bas. En fait, quand on rentre dans un sujet comme ça, on va parler des problématiques sociologiques des familles recomposées, des familles monoparentales, des structures de revenus, des carrières, de l'éducation. Donc on voit tout de suite qu'on a des sujets de comportement, mais on a aussi des sujets de sociologie et une complexité en fait tout de suite des champs des risques du fait de ces évolutions des comportements. Et on n'a pas la réponse tout seul dans les stats. Et on n'a pas la réponse tout seul dans les stats. Et les stats, d'ailleurs, elles reflètent souvent des tendances passées. On le sait bien, c'est que les statistiques qui sortent, même des tableaux de chiffres aujourd'hui publiés par l'INSEE ou je ne sais qui ou l'INED, sont quand même le reflet de comportements d'une sociologie passée et pas forcément du prédictif. Peut-être aussi en matière d'innovation dans l'assurance, on a un deuxième enjeu qui pour moi est important, c'est clairement d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Quelque part, ce qu'on peut faire avec l'innovation et tout l'univers digital et les startups nous le montrent, c'est qu'elles ont réussi à craquer des modèles d'efficacité opérationnelle qui fluidifient complètement la relation avec leurs clients. Et ça, aujourd'hui, ça fait partie aussi des attentes des comportements, et c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc une fois qu'on a posé tous ces enjeux-là, et on en a plein d'autres, mais je ne vais pas tous les citer, le sujet, c'est comment on fait pour innover. Alors, du coup, je vais vous donner l'exemple de ce qu'on a mis en place chez AssurOne. On a créé, donc AssurOne est spécialisé sur l'assurance automobile. C'est une boîte de courtage grossiste qui a une 20aine d'années. Et la problématique qu'on a, c'est qu'on évolue dans un marché d'assurance auto qui est un marché très compétitif, où la sinistralité est quand même pas facile, où les assureurs ont resserré les vannes progressivement, et notamment au cours des 2 dernières années. Et donc on s'est dit, il faut qu'on travaille sur, puisqu'on parle de comportement, sur les comportements et les nouvelles mobilités. Comment ça impacte l'assurance? Est-ce que ça change l'univers des risques dès qu'on ouvre ce champ des nouvelles mobilités? On a des évolutions très fortes. On n'a plus le même lien avec la voiture aujourd'hui. Typiquement, il y a 10 ans, on achetait une voiture, aujourd'hui on la loue. Ce n'est pas du tout en termes de risque la même manière de gérer le risque sur le véhicule. On se déplace à vélo en ville, on prend sa voiture une fois de temps en temps pour aller en vacances. Enfin, tous ces sujets-là sont complètement imbriqués. Ça touche les particuliers, ça touche les entreprises, ça touche les TNS. Et ce côté multimodal, il fallait qu'on essaye de le faire fonctionner. Et donc, du coup, on a décidé de créer un lab avec les acteurs qui sont ici, notamment Pied Talent et Circomplex, et de se dire il faut qu'on fonctionne dans un écosystème où on va mettre autour de la table des personnes qui justement sont tous dans l'écosystème mobilité et pas uniquement des assureurs
et pas uniquement des gens de chez Assure-One. Et donc, en fait, on a créé ce qu'on essaie de résumer ici. On a mis autour de la table des partenaires distributeurs, des constructeurs, nos assureurs, puisque Assure-One est un courtier, donc nos assureurs. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini des thèmes de recherche. Des préventeurs, ouais, des startups, c'est vrai qu'il y a du monde. Donc on a structuré, on en parlera un peu plus tard, hein, toi tu en parleras. On a structuré ça pour qu'on puisse se dire, voilà, on va lancer des études dans un schéma de temps court, parce que l'idée c'était, on n'est pas dans le temps académique, dans la thèse, dans la recherche longue, mais c'est des études dans un temps court, sur quelques mois à chaque fois, avec des livrables discutés parmi justement ces partenaires du lab, de manière à pouvoir voir tout de suite ce qui est activable ou pas activable. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important, parce que pour une entreprise qui finance l'innovation, ou qui finance, je vais mettre de la recherche quand même, entre guillemets, le sujet, c'est toujours l'activation immédiate, et tu l'as mentionné tout à l'heure, parce qu'il faut trouver une espèce de ROI de la recherche dans une entreprise, tout comme on cherche des ROI quand on fait un nouveau SI ou je ne sais pas quelle mise en marché d'un produit. Et donc c'est ça en fait ce qu'on a essayé de structurer au niveau du lab. Donc c'était vraiment essayer d'étendre l'assurabilité, là pour le coup, autour des mobilités, et de se faire accompagner dans nos réflexions par des partenaires au sens large qui gravitent autour du business model d'Assure-One pour l'exemple que je vous présente ici. En rebond, pour en rentrer un petit peu plus dans le schéma de fonctionnement, qui est un schéma de flux, finalement, l'enjeu, c'est d'arriver à structurer l'ensemble du processus de façon, finalement, là, en un an, on a sorti 3 études sur 3 sujets différents. On a mené des travaux avec 25 dirigeants de grandes entreprises. Tu as oublié Microsoft, tu as oublié... Enfin, voilà, on est dans... alors, il y a un livre blanc que si ça vous intéresse, plutôt que si c'est pas très lisible, j'ai vu que vous aviez du mal à lire les... Mais tout le sujet, c'est comment on arrive à structurer ça pour que chacun soit à sa place, apporte son savoir et ouvre la discussion avec les autres parties prenantes sans qu'il y ait de domination ni quelque savoir qui écrase l'autre. Et donc le savoir, il est éminemment précieux, y compris dans les échanges et dans l'écoute et dans la retranscription de chacune des pépites en fait, qui finalement jalonnent le chemin. Et la place est la même pour le chercheur, pour le dirigeant d'entreprise, une partie prenante, pour le dirigeant du commanditaire, mais aussi pour les équipes derrière, qui elles-mêmes vont remonter un savoir sur faisable, pas faisable, oui, non, voilà, mais et se saisir, voilà. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à collecter toutes les petites pépites du processus et de ne pas rester chacun dans son silo à se dire ok, ça c'est une histoire de chercheur, on verra ça dans 3 ans, et puis quand le document est livré, on se retrouve avec un document qu'on finalement finit dans le tiroir, soit parce que c'est trop tard, soit parce que c'est illisible. Ou c'est trop tôt. Ou c'est trop tôt. Oui. Et donc, le processus que vous voyez là, c'est vraiment traquer toute la valeur. Et si on regarde un peu derrière le processus chronologique, et je te laisserai Dounia détailler sur la recherche, mais le premier élément, c'est de savoir c'est quoi l'enjeu stratégique du commanditaire. Qu'est-ce que ça sert et qu'est-ce que ça va servir, enfin, et à quoi ça va servir en termes de ROI sur le chemin à court terme et à long terme, in fine, à la fin du processus. Peut-être je rajouterais, Chloé, un truc qui est important là-dedans, c'est qu'en fait, le fait de ne pas innover en vase clos, qui est souvent la tendance qu'on a, mais d'aller mêler des parties prenantes, c'est de donner des éclairages très différents. Typiquement, quand on pense le risque automobile, on va regarder, si on est assureur, on va regarder les SURP, on va aller voir la fréquence, on va aller voir la sévérité des sinistres, les causes de sinistralité. Donc, on va travailler dans cet univers de modélisation qui est, dès qu'on s'ouvre un peu, qu'on va juger assez raccourci. Le fait de mettre des préventeurs, d'aller chercher une structure comme Microsoft, de mettre plusieurs assureurs qui n'ont pas la même approche du risque automobile, d'aller chercher des structures qui, par exemple, travaillent sur la batterie des véhicules électriques, les problématiques d'assurabilité du fait du coût des batteries et de leur possible mise au rebut, mise au rebut en cas d'accident. Quand vous allez chercher ça avec des parties prenantes, l'innovation, elle prend un regard et une saveur très différente. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas en train d'innover entre nous, entre pairs, mais par contre, on va avoir des regards critiques, mais très bienveillants,
sur justement les éléments qu'on a mis en place. Et les solutions des uns sont les réponses aux problèmes des autres. Exactement. C'est-à-dire que des financiers vont pouvoir dire, bah voilà, ton problème là, je peux le résoudre en faisant en apportant telle brique, ou telle techno va pouvoir... Exactement. On va s'apercevoir, typiquement quand on a commencé à travailler sur une étude qui a été menée par des chercheurs organisés par PhD, sur la batterie électrique, on avait repéré quelque chose qui était, en cas d'accident sur un véhicule électrique, dès qu'il y a un déclenchement d'airbag, quel que soit l'airbag, le consensus de place fait que la batterie est mise au rebut. Donc une batterie, c'est 25 à 30% du prix d'un véhicule. C'est-à-dire que vous achetez un véhicule neuf, vous sortez du garage avec votre véhicule, vous vous cartonnez au feu rouge, déclenchement d'airbag, on prend la batterie, on la jette, et voilà. Donc en termes d'empreinte écologique, en termes de coût déjà évidemment, c'est abominable. Sur des gros SUV électriques, la batterie c'est 25 000 € à peu près. Donc on voit tout de suite quand même l'impact du coût. Et si je me permets, si jamais l'airbag ne se déclenche pas, est-ce qu'en réalité... Oui, bien sûr. En plus, il y a d'autres enjeux dedans. Mais grosso modo, ce qui était intéressant, c'est que dans cette étude, les chercheurs ont été regarder ce qui se passe, regarder la littérature, de la littérature technique, économique, discuter avec des constructeurs, juridique aussi, parce qu'il y a des zones de responsabilité pas encore définies. Et donc, du coup, ça donne vraiment cette saveur dont je parlais tout à l'heure sur l'étude, qui est une véritable capacité à innover en regardant un champ des possibles très large. Et pas en se refermant simplement sur « Ah ouais, mais les véhicules électriques, ça se vend vraiment depuis 3 ans, les stats, j'en ai pas beaucoup. Finalement, dans les sinistres, je vois que c'est 10% plus cher. » Mais ben, ça, en fait, on referme en fait, son analyse. Et c'est souvent un risque qu'on a quand on est actuaire en compagnie, on va travailler les stats. Si on n'a pas cette logique d'ouverture, on risque de se renfermer sur des données qu'on a qui sont forcément biaisées par salaire. Et du coup, en t'écoutant, c'est intéressant, tu soulignes l'importance de l'écosystème, et tu as de nombreux assureurs leaders, je ne vais pas citer les noms, mais qui ont vraiment une culture du secret. Nous, quand on les connaît, on les rencontre, etc., et ils sont dans une culture du secret. Non, nous, on fait ça nous-mêmes, on est bons, on est les meilleurs. Donc, et je dirais, en t'écoutant, que c'est ce qui fait qu'il y a en fait de nombreuses choses qui sont peu assurables. Ce côté, je dirais, anti-écosystème. Parce que dès que tu t'ouvres, dès que tu sors dans l'écosystème, les choses deviennent... voilà, il y a des smart data. Aujourd'hui, à l'époque du big data, il n'y a pas que les données historiques des 3 dernières années. Il y a des données de proxy, il y a plein de choses, en fait. Mais pour ça, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort et travailler en écosystème. Parce que dès qu'on mêle des parties prenantes différentes, et surtout des parties prenantes qui sont dans notre secteur d'activité, on a quand même un sujet de concurrence demain. C'est-à-dire que, grosso modo, ce qui va remonter des études peut être activable, parce que l'objectif, c'est pas la beauté du geste, c'est d'activer quelque chose, et donc il faut être le premier à le faire. Et si je me permets, c'est le fait de travailler en écosystème, c'est pas juste une question de concurrence, c'est de pouvoir mettre sur la table, autour de la table, différentes compétences, parce que quand bien même on pourrait travailler entre pairs, comme tu l'expliquais tout à l'heure, en fait, techniquement, ce qui se passe dans une batterie, en tant qu'assureur, à moins d'avoir des stats, vous ne pouvez pas vraiment avoir en fait une connaissance granulaire du pourquoi la batterie est mise au déchet. Par exemple, même au niveau de la réglementation, très bien, on peut la lire, mais si on n'a pas un regard transversal sur cette réglementation et qu'on va avoir vraiment des gens qui le maîtrisent sans forcément être du métier, mais qui auront cette capacité de lecture, de projection, qui ont une bonne connaissance justement de la réglementation, on peut mettre en place une solution, mais elle ne sera pas durable. Parce qu'on ne sait pas comment ça va avancer, est-ce que ça va reculer, le pourquoi, du comment. Et des fois, en fait, les réponses, elles sont très simples. Quand on dit, OK, bon, il y a l'airbag qui se déclenche, pourquoi cet airbag qui se déclenche? On ne sait pas. Donc, on n'est pas en capacité de réfléchir pourquoi. Et en réalité, la réponse était très simple. On s'est dit, ah d'accord, c'est ça. Mais il fallait que ce soit une personne qui est spécialiste des batteries électriques, voiture ou non, qui nous dise, bon, très bien, en fait, ils ont décidé ça parce que ça tient la route ou pas, mais de manière factuelle. Et là, on peut avancer la réflexion. Du coup, Dunia, comment on fait travailler la recherche en transversalité alors, moi, il y a plusieurs choses que vous avez dit qui sont importantes. Je commence déjà par Maximilien, parce que c'est lui qui a commencé. Maximilien, justement, tu as pu parler de tous les dispositifs de crédit impôt recherche, crédit d'impôt innovation. C'est vrai que les sociétés, elles sont saisies de ces sujets assez rapidement, parce que financièrement, c'était attractif. Mais ce qu'on a souvent oublié, c'est pas qu'il y a un problème de temporalité ou d'objectif entre la recherche et l'entreprise. C'est que les deux n'ont pas le même objectif.
Et donc, quand l'État nous rembourse une partie de ce qu'on investit en crédit d'impôt, en recherche ou en innovation, c'est parce qu'on sait que c'est du long terme. Et puis en plus, ça fait avancer vraiment le savoir général. Et c'est ça l'idée. On appelle ça de la recherche et du développement, non de l'innovation. Nous, ce qu'on essaye de faire au sein de nos entreprises, c'est d'innover. Et pour innover, on n'a pas besoin de réinventer. On doit aller se servir de ce qui existe. Ce matin, j'ai eu une discussion avec une personne qui me dit « Très bien, mais l'IA, ça fait 50 ans que ça existe. Mais on n'avait pas les bons ordinateurs pour pouvoir l'exploiter. » Et donc, encore aujourd'hui, l'IA n'est qu'un exemple, et tout le monde connaît. Mais il y a énormément de choses qui ont été développées et qui sont là, dans des tiroirs, poussiéreuses, et qu'on doit aller exploiter. Donc, c'est ce qu'on fait au sein de ce laboratoire. C'est-à-dire qu'on va mettre à la fois autour de la table des compétences différentes, des gens qui ont le savoir à la fois opérationnel dans l'entreprise, mais aussi théorique et technique au sein des laboratoires ou même au sein d'entreprises. On a des gens qu'on a fait travailler, qui travaillaient au sein de start-up et qui ont de très bonnes compétences techniques. Et l'idée là, c'est de se dire très bien, voilà où est-ce que j'en suis, où est-ce que je souhaite aller, c'est important parce que si c'est pour innover sans savoir où est-ce qu'on va, ça ne sert à rien. Et donc l'idée, c'est de se dire où est-ce que je suis, où est-ce que je souhaite aller, quel est le chemin, où est-ce que je peux me servir. Et à partir de là, en fait, il y a un travail, une communication entre l'ensemble des partenaires. Et il faut toujours que toutes les compétences puissent communiquer entre elles au bon moment, au bon niveau. On ne met pas tout le monde autour de la table, on ne prend pas des cafés pour pouvoir discuter et se dire « super, on a fait une super réunion d'1 heure ». On n'en a rien sorti. C'est extrêmement structuré, hein. C'est voilà, scénarisé, c'est structuré. C'est-à-dire qu'au départ, quand David nous disait « bon, ben voilà, mon besoin, il y a Circomplexe travaillait en premier pour nous remettre, ensuite il faisait un premier travail de traduction. Nous, en tant que chercheurs, on recevait cette première traduction et on voyait en fait qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment ça pouvait être traduit. Quelle discipline scientifique et surtout qu'est-ce qui existe. Parce qu'à aucun moment, on voulait encore créer du savoir. Nous, notre objectif, c'est d'exploiter ce savoir au service de l'entreprise, à la fois stratégique et opérationnel. Ça c'est la différence avec la recherche académique. C'est comme ça. C'est-à-dire la recherche académique va créer quand même du savoir en général. Il faut trouver quelque chose de nouveau. Il faut aller au-delà de l'état de l'art. C'est ce qu'on leur demande. C'est leur métier. Nous, on était vraiment dans l'exploitation au maximum de ce qui existe et de comment on peut le transformer finalement en quelque chose d'activable. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que c'est une création de savoir. Ouais. C'est-à-dire que le fait d'aller chercher une matière qui existe, scientifique, et de la confronter aux dirigeants que vous êtes, aux équipes, et d'en voir les limites pour lever les freins et identifier des opportunités à ce moment-là, parce que l'enjeu, c'est de trouver les opportunités. Tout ça, c'est une création de savoir. Oui. Elle n'a pas le même statut. Je parlerais plutôt d'organisation du savoir. Quand je parlais qu'on ne crée pas de savoir, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux chercheurs d'aller creuser plus loin dans leurs recherches. C'est-à-dire qu'il fallait exploiter leur connaissance et la modeler pour qu'elle soit au service de quelque chose, au service de la société. Où tu vas chercher au niveau international, il y a des trésors, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est marrant, en vous écoutant, on a le débat philosophique dans la philosophie d'Aristote entre la puissance et l'acte. Donc on a en science plein de puissance, de potentialité en fait. Il y a plein de choses. Et ce que tu dis sur l'IA, oui, ça existe depuis les années 70, l'IA. Et tu as raison, en fait, il faut le répéter. Et même moi, j'en ai fait dans ma thèse à un tout petit niveau sans le savoir. Donc la puissance et l'acte, c'est comment je réalise la chose, comment elle s'active, comment on la mobilise. Et autre notion intéressante dont vous avez parlé, c'est la notion de kairos. Le bon moment. C'est pas maintenant, c'est pas dans 5 minutes, c'est maintenant. Et ça, et les entreprises, ce que tu dis, David, c'est qu'elles ont besoin de quelque chose au bon moment. Oui, et là, dans nos histoires de projets collaboratifs, quelqu'un a monté un projet collaboratif, après il est sorti, quelqu'un d'autre le remplace, là c'est plus le bon moment. C'est terrible à dire, mais c'est plus le moment. Il y a aussi les aléas politiques. À l'époque, il y allait y avoir un 5e risque dépendance, etc. C'était plus le bon moment. Donc cette notion de puissance, acte, kairos, c'est hyper important parce que c'est ce qui fait que la recherche, on la mobilise.
Absolument. Et donc, c'est ce que tu dis, quand on mobilise, c'est un savoir, mais c'est un savoir pratique, qui est différent d'un savoir théorique. Mais qui permet l'opérationnalisation. Voilà. Parce que c'est un savoir pratique. Et non pas le gâchis colossal de perte de temps, de perte de connaissances et d'espoir. Ça reste dans la Parce que bibliothèque, finalement, c'est une perte d'espoir parce qu'on ne couvre pas un risque ou alors on ne vend pas une bonne offre. Et quelque chose dont les assureurs doivent quand même se souvenir, c'est qu'il y a quand même dans l'assurance bashing, on dit oui, les assureurs, ils assurent que ce qui est facile à assurer. À un moment, il faut quand même essayer de lever des verrous. Et il y a l'évolution démographique, il y a des nouveaux problèmes. Il faut aussi que l'assurance contribue, je dirais, collectivement à assurer des nouveaux risques et pas toujours se dire, ce que tu dis, David, je vais le dire avec mes mots, moi je ne suis pas un assureur, donc je suis peut-être un peu plus libre, mais en gros, il y a un risque, on le provisionne, quoi. Donc bon, ok, c'est facile. Donc si c'est ça, le boulot, il est facile. Il faut encore savoir le provisionner. Voilà. Il y a quand même une chose qui me semble aussi importante de dire, c'est que quand on est sur la partie recherche académique, on ouvre un grand champ des possibles. Moi, il y a quelque chose que j'ai appris dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est de poser sa question, de poser sa thèse de recherche. Et ça, c'est pas facile, parce que souvent, quand on est manager opérationnel, on a un sujet, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire. Et en gros, ce qu'on va dire, c'est que j'ai un problème d'assurabilité, le coût de l'assurance automobile, ça augmente tout le temps, la fréquence, ça va, mais les sinistres, ils explosent, ok, c'est l'inflation, d'accord, ok. Et puis, on pose tout ça sur la table, et puis après, on commence à fouiller. Et en fait, quand on a fait 3 travaux de recherche, 2 autour des batteries électriques et un autre autour des besoins d'assurance pour les TNS, où on avait pris le prisme des besoins d'évolution des mobilités au sein des travailleurs non salariés. Et en fait, on voit bien que dans la recherche, ça a bifurqué sur un autre enjeu. Et en fait, à chaque fois, on a eu une séance de travail assez intense et je trouve assez challenging pour bien formuler la question et pourquoi c'était nécessaire. Et ça, je l'ai compris aussi avec nos échanges. C'est qu'en fait, quand on va donner la question à l'équipe de recherche pour faire son travail, en fait, elle ne peut pas commencer à partir dans toutes les directions. Et donc, en fait, elle va cibler. Et donc, le début du process, et peut-être tu veux peut-être, Chloé, nous expliquer comment ça a fonctionné. C'était vraiment de cadrer, en fait, au travers d'une question très précise qui va être remise à un groupe de chercheurs et qui ensuite va partir faire son job. En préalable, il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est comment on arrive à réunir des chercheurs, mais aussi des parties prenantes, et on a dit qu'il y avait parfois des concurrents autour de la table, autour d'un travail commun. Et en fait, le commun, c'est une question que tous vont avoir à se poser sans être en concurrence directe. Donc ça ne peut pas être leur cœur business. Par contre, c'est une question d'avenir. Et là, en ce moment, on en a un paquet de questions d'avenir, parce qu'il n'y a pas un seul business model qui tient à l'horizon 2030 si on ne bouge pas. Donc, ces questions-là, qui sont des questions connexes au business, au cœur business actuel, réunissent les parties prenantes, parce que tous sont concernés. La question de la batterie électrique qui est jetée, c'est un problème pour tout le monde, sauf pour les acteurs de la seconde vie qui trouvent ça génial. Par contre, c'est très cher pour l'assureur, c'est très cher pour l'assuré, c'est embêtant pour les constructeurs parce qu'il y a un bashing qui est lié à ça, etc. Donc, cette question-là, elle les réunit tous. Et donc, on arrive à chercher et travailler tous autour de cette question. Donc, la première chose, c'est la thèse de recherche. C'est-à-dire le laboratoire va travailler sur quoi et c'est quoi les éléments qui vont permettre stratégiquement de réunir les dirigeants d'entreprises parties prenantes sans être en confrontation directe sur leur business model d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier et cas. Avec, en toute fin de cette réflexion-là, c'est aussi quelles seront les étapes d'après en fonction des hypothèses de résultats qu'on peut avoir. Absolument. Derrière, on a créé une comitologie, etc., pour arriver à suivre la cadence que vous avez vue, c'est-à-dire que tous les 3 mois, on a sorti une recherche. Et ensuite, pour chacune des recherches, il y a ce travail de questionnement. 5 minutes, c'est court. Peut-être on va vous laisser poser des questions. Donc, questionnement, on lance les sprints de recherche en pluridisciplinaire, donc plusieurs chercheurs pendant 3 mois qui sortent une recherche au bout de 3 mois. Derrière, comité consultatif avec 25 entreprises autour de la table, que des dirigeants qui tournent autour de l'asset scientifique qui a été complètement transformé. Et ça, c'est le travail de design stratégique que fait par exemple Andrea qui est là, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'un dossier de 40 pages tienne sur une affiche de A3 et faire en sorte de pointer les bonnes questions pour que la discussion se fasse. Outil de discussion, de décision et d'opérationnalisation. Et derrière, comment on amène les équipes à co-construire à partir des réflexions des dirigeants qui ont fait atterrir la recherche. Et enfin, comment on remonte
les résultats, les réflexions à la recherche pour repartir et approfondir. Toutes ces séquences-là, elles sont ultra organisées, ultra scénarisées. La discussion est scénarisée au millimètre, un peu mieux que là, parce que le temps est un peu plus long. Ceux qui seraient intéressés à distance ou ici pourront voir le détail dans le livre blanc. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Oui, il reste 3 minutes. Il faut se saisir le Kairos. Avant de conclure, peut-être vous laisser ceux qui souhaitent poser une question ou une remarque ou un commentaire, hein, d'ailleurs, sur ce sujet. Merci, merci. Voilà, 2 minutes de retard. Oui, Monsieur. Monsieur. Il arrive. Si. Merci d'abord pour la présentation. Alors, c'est bizarre d'entendre sa voix. Alors, depuis tout à l'heure, quand vous parlez de chercheurs, vous parlez que de thèse et non pas de postdoc. Et généralement, ça peut vraiment répondre aux besoins des entreprises, parce qu'un postdoc de 1 année, 2 ans, ça convient aux objectifs d'une entreprise. Il y a ça comme premier point. Par rapport au point aussi des thésards, c'est qu'il y a un problème, c'est que même côté académique, les résultats obtenus lors des problématiques vis-à-vis de l'entreprise et tout ça peuvent ne pas satisfaire la volée scientifique, et il faut faire un travail ou bien convaincre les scientifiques de dire que quand même c'est quelque chose qui fonctionne. Et le troisième point, c'est que est-ce que les entreprises, elles seront prêtes à accepter qu'il y a une part de risque dans un travail de recherche, que ça ne fonctionne pas? Et même au bout de 50 ans, on n'arrive pas à répondre à la question. Peut-être je vais juste préciser, avant de te laisser la parole, Dounia, c'est que ce qu'on a fait, nous, sur le lab, on a complètement externalisé. Donc on n'a pas internalisé de chercheurs. Je n'ai pas embauché un thésard, sauf on a pris une personne qui effectivement était un PhD, mais l'idée c'était qu'elle aide à transférer ce qui vient de ses travaux de recherche au sein de l'entreprise pour pouvoir justement faciliter l'innovation. Mais par contre, on n'a pas créé une équipe de recherche salariée, internalisée. Je n'ai pas pris un chiffre, si ça existe encore. Voilà, on n'est pas du tout parti là-dessus. On s'est dit, en fait, on veut une structure souple. D'abord parce que ça a un coût et qu'il faut qu'on maîtrise ce coût. C'est-à-dire, si on s'engage sur 1 an, c'est peut-être que 1 an. Et que là d'après, on ne le fait pas pour plein de raisons X ou Y. Et donc, on a voulu faire quelque chose d'allégé en externalisant complètement. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que du coup, ça répond, je pense, à une partie de tes questions. Oui, et après... oui. Alors, quand on a parlé de thèse, etc., c'était juste pour expliquer, par exemple, les thèses chiffres, les dispositifs qui ont été mis en place. Donc, effectivement, là, on arrive, on a un master, on fait sa thèse, et si on a bien travaillé, on devient docteur. Ensuite, sur le lab en lui-même, nous, chez PhD Talent, aujourd'hui, on a plus de 27 000 chercheurs qui travaillent. Donc, je mesure bien mon mot. C'est des chercheurs. Ça veut dire qu'ils peuvent être doctorants ou docteurs, qu'ils soient postdoc, maîtres de conférences, professeurs, qui travaillent dans des entreprises, qu'importe. L'essentiel, c'est qu'ils maîtrisent leur sujet et qu'ils aient une certaine granularité et un réseau surtout, pour qu'on puisse faire appel à d'autres chercheurs, si besoin, dans leur domaine. Donc ça, nous, on ne dit pas que les postdocs sont pas... C'est un outil qui est différent. C'est juste, ça a été évoqué que les thésards. Donc oui. Donc voilà, c'était juste dans ce cadre-là. Et vraiment, ici, l'idée de faire appel à des chercheurs, c'est de pouvoir mobiliser des compétences à un bon moment, et même sur des compétences, par exemple, je ne sais pas, quand on a dû travailler sur les batteries, on avait beaucoup de chercheurs qui ont répondu présent, mais nous, on voulait quelqu'un qui était en capacité de comprendre la réparabilité de la batterie. Et là, c'était donc un chercheur, mais il travaillait en entreprise. Et donc, son entreprise l'a autorisé, on était ravis et on a pu travailler avec. Voilà, parce que la difficulté, si on internalise, ça veut dire qu'on va forcément internaliser un profil. Quelqu'un qui a une compétence, docteur en sociologie ou je ne sais pas quoi. Et en fait, le problème, enfin, pas le problème plutôt, le sujet, c'est qu'on a besoin de cette ouverture aussi dans les compétences. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'externaliser, en tout cas, Et vous l'avez très bien dit, hein, on n'est pas du tout sur les mêmes objectifs. Moi, quand j'ai fait ma thèse, j'ai commencé par un sujet, il a changé 4 fois pendant ma thèse. Classique. Il était mal posé. Un petit mot pour compléter. En fait, dans le crédit impôt recherche, vous avez le dispositif jeune docteur, donc postdoc, donc 120% du coût remboursé pendant 2 ans.
Donc c'est énormément utilisé par les startups. Vous avez tout à fait raison, on a été un peu vite dans la présentation des choses. Moi, je vais jamais faire une petite remarque sur ce que vous avez dit sur le côté, les jeunes chercheurs qui font des thèses chiffres ou trop opérationnels, trop, entre guillemets, business, trop proches d'entreprise, ils sont un peu rejetés par les purs académiques. Nous, en économie, je suis économiste de formation, il y a vraiment ça. Je veux dire, le fait de faire une thèse chiffre, donc on fait de l'économétrie, on fait des stats et tout ça, et donc il y a tout un champ de l'économie mathématique pure, entre guillemet. Et c'est vrai, bon, évidemment, il y a des compétitions là-dedans entre tout le monde. Et clairement, vous avez raison, c'est un sujet. Et moi, dans ma thèse, j'avais essayé d'avoir la partie académique la plus importante. Je voulais passer à la qualif, j'ai eu la qualif et tout. Mais après, ce qu'avait fait l'entreprise dans laquelle j'avais fait ma thèse, ils avaient payé un journaliste pour traduire ce que j'avais fait en truc lisible. Parce que mon économétrie, tout ça, personne ne comprenait rien. Mais vous voyez, c'était encore des investissements de traduction. Et là, je trouve, un des sujets vraiment dont on a parlé. Un des sujets de clé, c'est la traduction, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est un travail de chacun, et chacun a compris qu'il devait faire l'effort de pouvoir... Et ça fait partie des sujets de problème de recruter des chercheurs pour les entreprises. Il y a je trouve que c'est intéressant de le noter, que les jeunes qui veulent devenir académiques, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire et tout, parfois ils disent « Ah bah non, je ne veux pas faire de thèse chiffres, je ne veux pas travailler avec des entreprises parce que je vais me couper du champ académique pur. » Donc là, je pense que c'est un sujet dont qu'il faut traiter. Et cette histoire de traduction, elle est d'autant plus importante parce que, et surtout d'avoir plusieurs compétences, parce que quand on va mettre, donc que ce soit des industriels, des chercheurs, etc., autour de la table, le chercheur, il va parler de sa recherche, de façon théorique. C'est passionnant, mais ce n'est pas l'objet de l'entreprise ni de la réunion. Et donc, justement, de pouvoir traduire, là, en fait, son travail commence à avoir de l'impact, parce qu'il est utilisé. Et c'est par le questionnement derrière qu'on va mobiliser le savoir. Et vraiment, on n'est pas sur le même domaine. Et ma troisième question, c'était à propos, est-ce que les entreprises acceptent qu'un travail de recherche peut ne pas aboutir à quoi que ce soit? Moi, oui, mais pas toutes les entreprises. Il est particulier. Non, parce qu'en fait, il faut un ROI, et ça, c'est la difficulté. C'est-à-dire que quand on décide de se lancer, typiquement comme on a fait, c'est un budget. Donc il faut mettre autant de centaines de milliers sur la table. Et c'est pas juste un petit one-shot sur 3 mois ou 3 semaines. Hein. Il faut se dire sur une année. Donc voilà, ça a été validé et mis en place. Mais après, le sujet, c'était effectivement le ROI. Il faut arriver à l'activer assez vite. C'est le sujet de la recherche globalement. Ouais. Et ce qui est aussi important dans le travail qu'on met, et pourquoi est-ce que il y a ce séquençage-là, quand la question arrive, on ne se dit pas juste on va s'en saisir et on verra ce qui va se passer. On se saisit de la question. Il y a un moment de latence où on va vérifier les données, les informations, qu'est-ce qui existe autour de ce sujet, et est-ce qu'on voit des choses exploitables. Ouais. Est-ce qu'on sent, voilà, c'est pas que de l'intuition parce que c'est factuel, hein. On a des brevets, il y a des documents, on peut passer des coups de fil, je vous ai dit on a accès à 27 000 chercheurs, donc c'est rapide. On dit ok, très bien, moi j'ai vu ça, la publication n'est pas très claire, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été publiées, est-ce qu'il y a des choses qui arrivent, est-ce que possiblement tu as des données que tu n'as pas publiées, qu'on peut exploiter, oui, non, mais voilà. Une fois qu'on a ces données-là, derrière ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le sujet. On va le rédiger à nouveau avec différents angles de questionnement et des hypothèses de résultats plausibles. Et quand je dis plausible, là, on se dit, OK, à 80%, on aura des réponses à la question première. Donc, on est sur des sprints de 3 mois. On n'a pas 3 ans. On est sur 3 mois. Et encore une fois, on exploite ce qui existe au service d'une stratégie. Ce qui est mieux et adapté à l'entreprise. C'est adapté complètement adapté à l'entreprise. Attention, je ne dis pas que les tests chiffres, c'est pas bon, je dis juste qu'il faut utiliser à chaque fois le bon outil au bon endroit. Moi, je dis les tests, c'est pas bon. Ma propre expérience. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que... Je pense qu'il faut... Je vois que ça commence peut-être pour l'atelier suivant, donc je pense qu'il faut... Il y a une question là-bas? Non, c'est l'atelier suivant. Merci beaucoup. Merci. Merci.